Hello tout le monde. Je vous laisse arriver tranquille parce que je sais que c'est toujours un petit peu en décalé. C'est un live que j'ai voulu faire parce que, vous savez, normalement tous les dimanches, je mets une vidéo sur YouTube et c'était prévu. D'ailleurs pour aujourd'hui, j'avais tourné même une vidéo où je vous présentais mes dernières lectures. Et déjà avant de tourner cette vidéo, je sentais que j'avais pas très envie de la tourner. Je sentais que c'était pas le moment pour moi, j'étais pas dans les bonnes énergies, que j'avais la tête ailleurs, que c'était pas idéal pour ça. Je me suis quand même forcée à la tourner, cette vidéo. Ça n'a pas été une partie de plaisir. En fait, je le sens tout de suite dans des vidéos pendant que je l'ai faite, si je vais être contente du résultat ou pas. Et en fait, déjà en terminant cette vidéo, je me suis dit, mais non, j'ai parlé trop rapidement des livres, ça sert à rien, et en même temps, ça va me demander du montage. Et du coup, plutôt que de faire les choses à la va-vite et mal, je me suis dit, je vais laisser ça de côté, ça va me laisser le temps de terminer tous mes autres projets, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses sur lesquelles je bosse en coulisses. Et je me suis dit que j'allais pouvoir vous parler de tout ça plutôt dans un live. C'est un live que je vais mettre en replay pendant 24 heures. Je sais pas si je le mettrai sur YouTube ensuite, je vais voir. Et je vais vous parler des derniers livres que j'ai lus. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait une vidéo lecture. Il me semble que... parce que les premiers livres dont je vais vous parler, c'est ceux que j'ai lus avant même de partir en Thaïlande cette année. Donc ça date de novembre. Hello tout le monde. Et du coup... voilà, aujourd'hui on va parler de lecture. Je pense pas que ça durera 1 heure, hein. Je vais pas vous parler de livres pendant 1 heure, mais après on pourra passer au sujet que vous voulez. Alors, premier livre dont j'ai envie de vous parler, que j'ai lu juste avant de partir. Kilomètre zéro de Maud Ankawa. Est-ce que vous avez lu ce livre ? Déjà, je vais vous poser la question. Est-ce que vous avez lu ce livre ? C'est un roman. C'est un roman développement personnel. Ah, cool, je vois qu'il y a des messages des personnes qui ont reçu la lumineuse. Ouais, ça y est, jusqu'à maintenant, il y avait pas mal de problèmes à la poste. Là, j'ai l'impression que ça va mieux. Donc, ça y est, les huiles commencent enfin à arriver. Alors, kilomètre zéro. Je vais vous lire le résumé derrière. Maëlle, directrice financière d'une start-up en pleine expansion, n'a tout simplement pas le temps pour les rêves. Mais quand sa meilleure amie, Roman, lui demande un immense service, question de vie ou de mort, elle accepte malgré elle de rejoindre le Népal. Elle ignore que l'ascension des Annapurnas qu'elle s'apprête à faire sera aussi le début d'un véritable parcours initiatique. Au cours d'expériences et de rencontres bouleversantes, Maëlle va apprendre les secrets du bonheur profond et transformer sa vie, mais réussira-t-elle à sauver son amie ? Alors, je vous l'ai déjà dit dans mes différentes vidéos dernière lecture, moi je suis pas une fanat de romans de développement personnel. En fait, c'est exactement ce que je disais d'ailleurs la dernière fois à Céline du blog Is No Good. On a l'impression que dans les livres, dans les romans de développement personnel, c'est jamais assez roman, enfin c'est jamais une intrigue assez cool pour qu'on ait vraiment envie de lire en mode roman. Et en termes de développement personnel, c'est rarement assez poussé. Pour quelqu'un, en tout cas, qui s'intéresse vraiment comme moi au développement personnel et qui est énormément lu à ce sujet. Le truc, c'est que ce livre, c'est un livre qui m'a été offert par ma maman. Elle a eu un coup de cœur pour ce livre, elle l'a offert à beaucoup de personnes autour d'elle et elle m'avait dit, il faut absolument que tu lises ce livre, il est génial, etc. Alors, c'est un bon roman de développement personnel. Voilà, si vous aimez, si vous préférez ce style-là, si vous préférez lire un roman, un peu comme Raphaël Giordano qui fait ça, qui fait des romans de développement personnel, un peu comme Laurent Gounel, si vous préférez ce vecteur-là pour vous intéresser au développement personnel, c'est un très bon livre pour ça. Voilà, franchement, c'est pas... j'en ai lu des très niais, vraiment où l'intrigue est ridicule et on n'a aucune envie de suivre les histoires, et où vraiment le développement personnel est emmené, mais d'une façon pas très fine. Celui-là, c'est un bon livre dans le style. Voilà, franchement, si vous cherchez ce style de lecture, celui-ci est un bon livre pour ça. C'est typiquement un livre en fait qui va être génial pour les personnes qui peut-être commencent à s'y intéresser mais qui n'ont pas du tout le courage de se mettre à lire des longs essais de développement personnel ou des livres de psycho, etc. Donc vraiment, ce livre, c'est une bonne graine, on va dire, à faire germer dans l'esprit des gens. Pour les gens qui vraiment ne s'intéressent pas à ça, c'est un très bon livre, c'est un joli voyage en plus parce qu'elle parle justement de l'ascension du Népal, il y a une petite histoire d'amour. Non, franchement, c'est plutôt bien emmené. Dans le style roman développement personnel, celui-ci est pas mal. Après, personnellement, c'est vrai que je suis pas la lectrice de base pour ça, en fait. Alors, je vais lire ce que vous dites là-dessus. Is No Good ne l'a pas aimé. Oui, justement, on en avait parlé, Céline et moi.
C'est un peu comme du Laurent Gounel. Oui, un peu exactement, c'est ce style-là. Quel est le titre? Kilomètre zéro. Ben, c'est vrai, je vous montre les couvertures, mais c'est à l'envers. Kilomètre zéro. J'avoue que ce sont typiquement les auteurs que j'aime pour ces sujets. Bon bah parfait, alors t'aimeras celui-là. Tellement d'accord, on dirait que c'est cousu autour d'un message, mais souvent le lien entre le développement personnel et l'histoire n'ont pas de véritable lien. Je suis un peu d'accord avec toi, parfois c'est un peu grossier, les raccourcis qu'ils font et comment on va parler du développement personnel à ce moment-là. Donc le meilleur reste Paulo Coelho, alors c'est magnifique aussi, c'est vrai. Mais alors Paulo Coelho, je dirais même pas que c'est... Je dirais que c'est plutôt des romans initiatiques. C'est pas exactement pareil parce que Paulo Coelho, il va emmener des messages spirituels et de développement personnel à travers son roman. Il va pas forcément faire rentrer... Enfin, je trouve que c'est beaucoup mieux emmené. Je sais pas, c'est plus un roman initiatique dans lequel finalement il y a un vrai message, mais c'est pas vraiment les romans de développement personnel. J'ai vraiment adoré, j'ai également lu celui qu'elle a publié alors qu'il s'appelle Respire, il est également super. Ah génial, c'est vrai qu'elle en a publié un deuxième. Tu peux nous redire gentiment le titre? Bon, bah, parfait, j'ai répété entre temps. Pardon, je vois vos messages en même temps sur les lumineuses. Je trouve qu'il est très poussé de niveau développement personnel et spiritualité, mais tout en douceur avec une bonne intrigue. Effectivement, celui-là, je trouve, est plus poussé et pas trop niais et gentillet que d'autres livres de romans de développement personnel. Ce livre m'a beaucoup fait penser à La Prophétie des Andes. C'est vrai, c'est à peu près le même style. Ok, donc celui-ci... Pas mal, vraiment pas mal. Si vous êtes plutôt une adepte de ce style-là, vous allez aimer celui-là. Deuxième livre dont j'ai envie de vous parler, qui n'a rien à voir avec le développement personnel ni la spiritualité, La Semaine de 4 heures. Vous l'avez sûrement vu déjà à la FNAC, vous avez déjà vu sûrement ce livre dans les librairies, donc je vous laisse me dire déjà si vous le connaissez, si vous l'avez lu ce livre, La Semaine de 4 heures. Travaillez moins, gagnez plus et vivez mieux. Vous rêvez d'échapper à la routine du métro, boulot, dodo, de gagner de l'argent sans vous épuiser à la tâche ou tout simplement de vivre mieux en travaillant moins. Alors voici ce que vous apprendra ce livre. Comment vous organiser pour gagner en un mois, à raison de 4 heures par semaine, le salaire que vous gagnez jusqu'à présent en un an. Comment rejoindre les nouveaux bienheureux qui réalisent leurs rêves et jouissent de la vie sans attendre une hypothétique retraite. Est-ce que vous connaissez ce livre? J'ai jamais entendu parler, ok. En fait, c'est un livre qui est très connu dans la sphère de l'entrepreneuriat, dans la sphère du management, dans tout ce qui est plutôt qui est en rapport avec l'entreprise. Alors, c'est un livre qui, comme je vous l'ai dit, que j'ai rencontré beaucoup dans ma vie, dans mes visites, pendant mes visites à la FNAC. Et je voyais ce titre qui ne me plaisait pas du tout. La semaine de 4 heures et travailler moins, gagner plus et vivre mieux. J'aimais pas en fait cette idée, ce principe de je vais vous apprendre toutes les techniques en fait pour gagner plein d'argent sans faire le moindre effort. Parce que ça, pour moi, c'est vraiment le problème de l'entrepreneuriat actuel, surtout de l'entrepreneuriat internet. C'est qu'en fait, j'ai suivi plein de formations de marketing, de web marketing et tout, donc je sais très bien ce que les gens disent dans les formations. C'est vraiment, on va mettre en place toutes les techniques pour que vous n'ayez qu'à travailler 1 heure par semaine, gagner plein d'argent, aller vivre à l'autre bout du monde avec un cocktail, avec, vous voyez, une piscine à débordement. Et voilà, le pitch fait hyper marketing, c'est ça fait un peu trop... et en fait, j'ai longtemps été en opposition avec ce livre, et en même temps, j'en ai tellement entendu parler dans la sphère entrepreneuriale, je me suis dit, bon bah, il faut quand même que je lise, et même si je suis pas d'accord avec tout, je vais peut-être aller piocher quelques idées. Et alors, qu'est-ce que j'ai noté? Parce que je prépare toujours mes vidéos lecture, je note toujours un petit peu ce que je voulais vous dire. Un classique, mais ne m'attirez pas, voilà, c'est ça. Lancer un projet, c'est du travail. Et en fait, j'ai l'impression maintenant qu'avec l'entrepreneuriat, en tout cas le web entrepreneuriat, on essaie de nous faire croire qu'on va pouvoir réussir ou lancer un business sans le moindre effort. Et en fait, j'ai l'impression, alors c'est pas que dans l'entrepreneuriat, mais que dans tout, en fait, dans la vie maintenant, il faut qu'on atteigne des buts sans le moindre effort. Il faut pas qu'on souffre, il faut pas qu'on se mette à la tâche, il faut pas qu'on travaille, et du coup, on perd cette notion d'effort, on perd cette notion de travail, on perd cette notion d'effort pour mériter quelque chose. Et vous voyez, je vois aussi ça un peu pour le sport. Je regardais une vidéo de Erwan Monteour qui disait mais en fait, les personnes qui veulent se mettre au sport et avoir un corps de rêve, un corps sportif en faisant genre 5 minutes de petits squats sans transpirer, sans avoir mal, mais ça marche pas en fait. Et c'est pareil pour tout, il y a un moment où si vraiment on veut des résultats, il va falloir s'y mettre, il va falloir faire de l'effort. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais vous voyez ce que je veux dire. Et surtout, alors je vois que Shakermaker dit, et surtout le but d'être friqué mais pas heureux. Je suis d'accord avec toi, c'est ça en fait. Et alors pour le coup,
Là-dessus, je vais défendre aussi ce livre. C'est un peu ce qui a marqué sur la 4e de couverture, c'est ce qui a marqué dans le titre. Mais en vrai, il explique bien dedans que le but, c'est pas de gagner des milliards. Le but, c'est surtout d'arriver à s'organiser pour avoir le plus de temps libre. Et plus de temps libre, ça veut dire plus de temps pour développer ce qui nous plaît vraiment et être heureux, faire des activités qui nous plaisent, passer du temps avec nos proches. Donc en fait, cette approche-là est plutôt cool. Là-dessus, je suis d'accord. Après, il y a plein de trucs, plein de notions dedans que je déteste. Voilà, c'est cette mode qui a été d'externaliser tous les services, même de mail, de messagerie en Inde ou le dropshipping, etc. Il en parle, tout ça, c'est des techniques pour faire de l'argent rapidement, pour avoir très peu à travailler, etc. Et donc, je trouve que malheureusement, ce genre de livre a peut-être mis ce genre d'idées en tête, mais en tant qu'entrepreneur, et ben moi, j'ai quand même réussi à choper quelques astuces, à choper quelques notions qui sont intéressantes et que je peux appliquer à mon éthique et à ma vision de l'entrepreneuriat. Donc, je dirais que c'est un livre qui est intéressant à lire. C'est un classique en la matière. Tout n'est pas bon à prendre. Pas me concerne en tout cas. Je suis vraiment pas d'accord avec toute l'éthique qu'il y a derrière. Mais il y a des astuces qui sont cool. Et ça permet aussi un peu de lâcher prise aussi et se dire, il y a un moment où c'est ok de pas répondre à tous les mails dans l'heure. Et c'est ok de... Par exemple, voilà, typiquement, ça c'est quelque chose que j'ai mis en place. Moi, j'étais du style à laisser tout le temps ma boîte mail ouverte. Et donc, dès qu'il y avait un mail qui arrivait, je répondais tout de suite. Mais quitte à ce que ça me coupe dans mes tâches, en fait. J'étais en train de monter une vidéo, ou voilà, et hop, je m'arrêtais pour répondre à un mail. Et en fait, c'est la meilleure façon de ne plus du tout être productif, parce qu'on est sans cesse coupé. Et donc, lui, il conseille de regarder... Alors, lui, il regarde ses mails une fois par semaine. Moi, je pense pas que j'arriverai à ça. Mais il conseille juste d'aller vérifier, de se donner 1 heure, de voir ses mails, par exemple, à 10h et à 16h. Et le reste du temps, on ferme. Et en fait, c'est quand même réussi. Il donne plein de conseils pour ça. Comment réussir à soi-même, peut-être se lâcher un peu la grappe, lâcher un peu prise dans l'entrepreneuriat. Et pour en fait garder du temps pour soi et être heureux. Donc là-dessus, je suis plutôt d'accord. Est-ce qu'il est à destination des entrepreneurs ? Alors non, il parle aussi des salariés. Mais je dirais que ça s'applique pas à tout le monde parce que pour le salariat, il va vraiment recommander aux salariés de demander du télétravail et de s'organiser du coup à leur façon. Mais j'imagine que c'est pas possible pour tout le monde. Tu parles de moi pour les squats. Pas du tout, je parlais de moi surtout. Je n'aime pas le titre irréaliste non plus, que l'on soit salarié ou à son compte. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, on peut... peut-être qu'à un moment on peut réussir à travailler 4 heures par semaine, mais en fait, si on aime vraiment son travail, si on aime vraiment ce qu'on fait, mais moi je serais triste en fait de ne travailler que 4 heures par semaine. ça me va pas, j'ai pas envie. Alors, tu as la 25e heure qui propose des astuces intéressantes aussi. Ok, je connaissais pas celui-là. L'histoire des mails, on peut le faire en tant que salarié. Oui, c'est pour ça en fait que... alors c'est principalement pour les personnes qui ont envie de se lancer en tant qu'indépendant, je dirais, mais il y a quand même des astuces à prendre pour n'importe quel salarié, pour n'importe quelle personne en fait qui travaille en entreprise. Donc écoutez, pas mal. Des bonnes choses, des bonnes choses à apprendre et d'autres moins. Alors, un livre que je n'ai pas avec moi, parce que je l'ai prêté. C'est un livre qui s'appelle « Dieu nous parle ». Dieu nous parle, et c'est l'auteur de Conversation avec Dieu qui s'appelle Neale Donald Walsch. Donc Dieu nous parle, voilà, que vous puissiez retenir ça. J'ai adoré ce livre. Alors en fait, je vous en ai déjà parlé de Conversation avec Dieu. Moi, c'est un de mes classiques concernant la spiritualité. Il ne faut pas s'attarder au titre, parce que le titre est un petit peu, pareil, Conversation avec Dieu. En plus, on voit l'image du nuage avec le rayon derrière. Ça fait très religieux et en fait, ça ne l'est pas du tout. Et en fait, Dieu nous parle, c'est un résumé, c'est un condensé de tous les messages qu'il a fait passer dans ses différents livres. Alors moi, je pensais qu'il avait écrit que 3 conversations avec Dieu, et en fait, apparemment, il a écrit 11 livres, cet auteur, ce que je ne savais absolument pas. Et en fait, dans Dieu nous parle, il résume les 25 messages les plus importants qu'il a pu développer dans ses différents livres. Et j'ai adoré ce livre. Voilà, donc si vous aimez bien la façon de voir la spiritualité de Frank Lobvé, vous allez adorer ce livre-là parce qu'en fait, il explique. Alors, qu'est-ce que j'ai noté ? Déjà, je vais lire ce que j'ai noté. Ne pas s'arrêter au titre. Voilà, vision comme Frank Lobvé, parcelle de Dieu. Voilà, c'est ça. Alors, selon l'auteur, Dieu n'est pas une entité ni une énergie qui serait extérieure à nous. Vous voyez, même en spiritualité, on a tendance à utiliser
le mot l'univers. L'univers m'apporte ça, ou l'univers va m'emmener ce que je veux. Et en fait, du coup, on a quand même tendance en disant ça à mettre l'univers comme une entité extérieure à nous. Et en fait, selon l'auteur, Dieu, ce serait une énergie, mais dont on fait partie. Un peu comme, voilà, si je fais tomber ce verre-là, il va s'éclater en 1000 morceaux, en tout petits morceaux, en petits fragments de verre. Et ce serait ça, Dieu. Ça serait le verre entier. Et nous serions des toutes petites parcelles, des tout petits morceaux de verre. Et du coup, en fait, en tant qu'humain, on serait venu là pour s'incarner, juste pour expérimenter ce que c'est que d'être un petit morceau de verre. Juste d'arrêter d'expérimenter l'unité pour découvrir ce qu'est la dualité. Parce que découvrir ce qu'est la dualité, ça veut dire découvrir les émotions, découvrir les sentiments. Et en fait, du coup, j'aime bien parce que justement, c'est une vision qui est anti-religieuse dans le sens où il n'y a pas un juge extérieur à nous. Ça n'existe pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous juger pour ce qu'on fait de bien ou de mal. Et il n'y a finalement que l'énergie que nous, on ressent. Et parce qu'on fait partie intégrante de Dieu. Et que tout serait... Putain, si quelqu'un arrive pendant le live à ce moment-là, il va me dire, mais elle est tombée dans une secte ou ça se passe comment? Pas du tout. En fait, on comprend avec ça que toutes les petites molécules autour de nous, que tout événement, que toute personne est une parcelle de Dieu. Une parcelle de Dieu qui est juste venue expérimenter un truc. Et donc moi j'aime bien cette façon-là parce que justement, ça enlève une pression. Déjà, il n'y a rien qui est extérieur à nous. Le karma, tout ça, il enlève ces idées-là. Il n'y a rien qui va venir nous punir ou nous récompenser parce qu'on a fait des actions justes ou je sais pas quoi. Il s'agit que d'une question d'énergie. Qu'est-ce que tu dégages toi à ce moment-là? Et forcément, selon ce que l'on dégage en termes d'énergie, ça je vous en parlais dans ma vidéo Amour ou peur, selon ce qu'on dégage comme énergie, c'est là qu'on va aller vers tel type d'événement, tel type de personne, etc. J'aimais bien aussi parce que il donne cette phrase « Rien n'a de sens à part celui qu'on lui donne ». Et c'est peut-être vrai aussi pour la vie, pour le sens de la vie, et s'il n'y avait aucun sens. Et s'il y avait juste aucun but, aucun sens à part vivre sa vie, expérimenter et faire ce que l'on a envie de faire en tant qu'humain, en fait, c'est tout. Et même si on n'est pas dans une optique religieuse, même si on n'est pas dans une optique spirituelle, on vit de toute façon une vie spirituelle vu qu'on est cette parcelle d'énergie, vous voyez? Donc j'ai adoré celui-là parce que il résume les 25 points les plus importants, il donne des exemples très concrets, des petits exercices à mettre en place. Franchement, c'est un super livre, il est dans la collection J'ai lu, vous voyez les petits bouquins rouges, donc les vraiment pas chers, et franchement très très bien. Alors je vais juste me permettre de remonter un petit peu pour voir ce que vous dites là-dessus. J'adore Conversation avec Dieu, c'est vrai que c'est un super livre et vraiment ne vous arrêtez pas au titre. Dieu nous parle est magique à lire par petits bouts pour intégrer les messages, tout à fait. J'ai hâte de le récupérer d'ailleurs parce que je l'ai lu quand j'étais en Thaïlande, je l'ai passé à Steven, vous savez, un de mes copains que j'avais interviewé justement en live, donc là il est avec en ce moment. Je regrette d'ailleurs de lui avoir donné avant qu'il parte parce que là j'aurais aimé le relire, mais je vais le relire tranquillement plus tard. C'est vraiment un livre à lire avec des notes à côté et prendre vraiment des notes et c'est génial. Est-ce qu'on peut ne pas lire Conversation avec Dieu? Oui, alors tout à fait, c'est un livre justement qui résume, donc vous n'êtes pas du tout obligé de lire la trilogie ou les autres livres. Et je trouve que c'est pas nécessaire de lire Conversation avec Dieu au début. Celui-là suffirait très bien. Un peu la vision de Lise Bourbeau, ok. Alors moi Lise Bourbeau je la connais pour tout ce qui est justement... elle parle beaucoup des mots du corps. Moi je la connais beaucoup pour ça, mais je connais pas forcément son approche spirituelle. Est-ce que c'est un peu comme le 5e accord Toltec? Je ne l'ai pas lu, le 5e accord Toltec. Alors, le syndicat du chanvre, c'est bizarre, c'est la deuxième fois qu'on me pose la question. Oui, je suis la sœur de Jean-Baptiste. Mais j'aimerais bien savoir qui vous êtes par rapport à lui parce que du coup, je lui ai posé la question et il ne voyait pas. Donc oui, je suis la sœur de Jean-Baptiste. Pardon, hors sujet du coup. C'est vraiment dommage que le simple mot Dieu mette autant de barrières alors que le problème n'est pas Dieu ou les religions ou elle-même, mais l'homme et ce qu'il en fait. Exactement. C'est pour ça, il ne faut vraiment pas s'arrêter à ça. C'est... Dieu nous parle, ça pourrait être la vie nous parle ou l'énergie nous parle ou vous remplacez par ce que vous voulez, mais c'est vrai que c'est dommage que dans notre langage à nous et dans notre esprit Dieu ce soit péjoratif. Il est sur YouTube en audio également. Ok. Alors après d'un point de vue je trouve pour soutenir les auteurs etc je vous conseille d'acheter ou au moins d'acheter la version audio, mais voilà, d'écouter gratuitement. Je suis pas trop ok avec l'éthique là-dessus, mais en tout cas c'est bon à savoir. Dieu nous parle, ok.
De quoi? Alors, un autre livre qui s'appelle, pareil que je n'ai pas avec moi parce que je l'ai passé à Céline du blog Is No Good quand on était en Thaïlande. C'est un livre qui s'appelle Réveillez-vous, femme divine. Donc je répète le titre, Réveillez-vous, femme divine. C'est un livre qui a été écrit par une sage-femme qui fait également de l'ostéopathie intrapelvienne, il me semble. Et en fait, c'est un très beau livre sur le féminin. C'est un très beau livre sur le corps de la femme. C'est un très beau livre sur l'énergie féminine. C'est un très beau livre aussi, je trouve, à lire pendant la grossesse, parce qu'elle a tout un chapitre aussi, enfin toute une partie sur la grossesse, sur ce qui se passe dans le corps, sur ce qui se passe en termes d'énergie, en termes de spiritualité pour la maman à ce niveau-là. Franchement, c'est un très très joli livre à lire. On sent vraiment que cette femme, qui me fascine tant physiquement d'ailleurs que dans ses... elle dégage un truc qui est fou. Alors je suis désolée, j'ai pas noté l'auteur, donc vous pourrez aller voir en tapant Réveillez-vous, femme divine. C'est une femme qui dégage un truc assez extraordinaire et dans ses mots, on sent vraiment qu'elle aime la femme. Elle aime la femme, elle aime le corps de la femme, elle aime l'énergie de la femme. Et en fait, à travers ce livre, on sent vraiment toute la poésie du corps féminin aussi. Donc elle va parler... elle parle des cycles menstruels, elle parle de l'appareil génital chez la femme, de tout, hein, de l'utérus, de toute la symbolique qu'il y a autour, des sensations physiques aussi. Elle parle de la grossesse, comme je vous le disais. C'est vraiment un très joli livre si vous vous intéressez à ce sujet-là. Après, si vous avez déjà fait un gros travail sur les cycles, si vous vous êtes déjà énormément intéressé à la femme sauvage, tout ça, je suis pas sûre que vous apprendrez quoi que ce soit en fait. Mais c'est une très bonne porte d'entrée dans cet univers-là. Elle parle beaucoup aussi du périnée, des exercices à faire. Enfin, c'est un très joli livre, très joli livre. Madame de la Cochetière, oui, c'est possible. Je pense que c'est elle. Effectivement, son nom dit quelque chose. Véronique de la Cochetière, exactement. Top. Et cette femme a l'air assez extraordinaire déjà en tant que voilà, et comme je vous le disais, elle parle du corps de la femme, elle parle aussi des traumatismes que l'on peut vivre en tant que femme, qui peuvent impacter sur notre corps, sur notre sexualité. Donc c'est un très très joli livre. Alors je suis dégoûtée parce que je peux pas vous mettre une photo là, du coup c'est une jolie couverture noire avec une main, il me semble, avec un œil au milieu de la main. Enfin bref, c'est très joli. Un livre, cette fois que je peux vous montrer. Alors, est-ce que ce livre ne vient pas donner un certain essentialisme à la femme qui serait par nature comme ci ou comme ça, d'autant que toutes les femmes n'ont pas de cycle, les personnes trans par exemple. Alors ça c'est un sacré sujet. C'est un sacré sujet mais que je vais pas me permettre d'aborder parce que je ne m'y connais pas du tout. Et c'est vrai que et je vois que maintenant sur les réseaux, si on parle de la femme et des règles, en fait ça peut être très mal pris par des personnes trans justement et j'ai pas du tout assez peaufiné le sujet, je me suis pas du tout assez penchée sur la question pour vous dire ça, mais en fait je vois pas en quoi c'est problématique de dire qu'une femme a un vagin ou qu'une femme a ses règles ou qu'une femme accouche. Comment dire, vous voyez, je veux pas qu'on rentre dans ce truc de faux politiquement correct où on peut plus se permettre de dire ça parce que ça pourrait venir embêter certaines personnes alors qu'il y a rien de... peut-être que ça n'englobe pas assez de personnes, ça j'en conviens totalement et j'en suis désolée pour ça, mais comme je vous dis, je suis pas assez renseignée sur le sujet. Après, comment dire, il faudrait aussi diviser deux termes. Féminin ne veut pas dire féminité, vous voyez, et donc on peut être très féminin ou vouloir être dans le féminin. De toute façon, on a tous une part féminin et masculin, ça veut pas dire qu'on est masculine. Vous voyez, donc c'est deux termes en fait qui se rapprochent mais qui sont pas exactement pareils. Donc je préfère ne pas répondre à ça parce que je vais dire des bêtises en fait parce que je ne m'y connais absolument pas. Il y a la femme biologique et la femme essence, personnalité, caractéristique, mais pour moi c'est un faux débat. Alors attends. Oui, je suis un peu d'accord avec toi. Pour moi c'est un faux débat et effectivement là quand je parle du corps de la femme, on parle de la femme biologique, tout à fait. Voilà, on va s'arrêter là pour ce sujet. Alors un autre livre que j'ai terminé il y a pas longtemps, c'est le livre Ma vie en plus funky et veggie de Camille Azoulay. Camille Azoulay, l'auteur, c'est une des cofondatrices de la marque Funky Veggie.
Funky Veggie, c'est une marque dont je vous ai déjà parlé. Vous savez, ils sont assez connus pour leur boule de dattes ou leur boule fourrée au beurre de cacahuète. Et c'est vraiment des compos hyper minimalistes avec des dattes, avec des super aliments, etc. C'est très très bon. Ça se trouve en grande surface. Ils ont sorti aussi des biscuits apéro sans cochonnerie. Elle a sorti la pâte à tartiner ouf, vous voyez, dont je vous parlais, qui est à base d'haricots rouges, qui est super bonne. Et en fait, Camille a sorti un livre justement où elle a voulu... Alors attendez, vous savez quoi? Je vais vous lire derrière, ça va être beaucoup plus simple. Si vous tenez ce livre, c'est que vous vous sentez bien que quelque chose... Pardon, si vous tenez ce livre, c'est que vous sentez bien que quelque chose est en train de bouger dans le monde. Un nouvel élan vers une reconnexion à soi et à la planète pour retrouver harmonie et équilibre. Et s'il suffisait de se faire plaisir pour faire du bien durablement? Dans cet ouvrage, découvrez des clés 100% green, healthy et veggie et funky pour devenir le meilleur acteur de votre bien-être. Donc manger sans se priver, plus de 50 recettes veggie et gourmandes, des interventions d'experts ciblés. En fait, j'ai adoré ce livre parce que c'est un livre qui mélange un peu tous les sujets que j'adore. Donc il y a plein de recettes avec des jolies photos. C'est un livre qui est très très coloré. Déjà, ça se voit à la couverture. C'est un livre clairement bonne humeur, on va dire, et donc il y a beaucoup de recettes. Mais Camille en fait a vraiment parlé un petit peu de tout ce qui est plus lifestyle. Donc elle a abordé des sujets que moi j'adore et dont j'adore vous parler. Elle a parlé d'Ayurveda, de jeûne intermittent, de beauté green, de beauté naturelle, de mode écolo. En fait elle a réuni tout ça au sein de ce livre. Et personnellement, à part des recettes que j'ai bien mises de côté parce que je veux absolument tester, à part les recettes, j'ai pas appris grand chose parce que je suis déjà familière avec ce type de sujet, c'est ce dont je vous parle au quotidien. Par contre, je trouve que c'est un super livre à offrir en fait, ou vraiment à offrir, c'est un joli cadeau et c'est typiquement le genre de livre qu'on peut laisser sur la table du salon et qu'on peut ouvrir comme ça, regarder une recette, aller piocher, je sais pas, une astuce, un petit article sur le jeûne intermittent, sur l'Ayurveda. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh là, je suis tombée sur la recette de pancakes. Ça a l'air pas mal. Le bio, qu'est-ce que c'est? Est-ce que en fait manger sain, qu'est-ce que c'est? Le body positive. Et donc en fait c'est un très joli livre pour ça. Très bien. Qu'est-ce que j'avais noté? Ouais, c'est un super livre coloré, joyeux à offrir pour donner envie de s'intéresser peut-être à ce genre de démarche, à ce genre de lifestyle, on va dire. Alors je vais m'arrêter pour voir ce que vous m'avez dit. Alors, on est tous particuliers, si on entre dans ça, on ne pourra plus parler de quoi que ce soit. Voilà, on part sur le débat justement de qu'est-ce que être femme, est-ce que c'est pas assez inclusif de parler de féminin, etc. C'est intéressant, c'est un débat qui est assez intéressant, mais effectivement, moi j'ai ce sentiment avec ces sujets-là, du coup, qu'on ne peut plus rien dire parce qu'en fait, une fois de plus, chacun l'écoute avec son filtre. Chacun l'écoute avec son filtre. Donc j'ai vu, alors qu'est-ce qui disait ça? C'était Jérémy du compte Menthe Banane qui donnait des astuces pour les femmes qui ont mal pendant leurs règles. Et en fait, il s'est pris des réflexions de personnes qui disaient en fait, il y a des femmes qui n'ont pas leurs règles parce que c'est pas des femmes biologiques ou je sais pas quoi. Et en fait, pour moi, ça c'est un faux débat. Enfin, il n'y a pas besoin d'être enfin, j'imagine bien que les personnes qui ont réagi à ça, c'est peut-être des personnes qui ont justement sont dans ce combat-là ou sont dans un truc ils sont dans une souffrance de peut-être pas se sentir impliqués. Donc forcément, ils réagissent très vivement à ce genre de choses, alors que de la part de Jérémy, ça partait pas du tout là-dedans. Moi non plus, quand je vous dis que quand je parle de femmes et de cycle féminin, il n'y a rien qui est contre justement les personnes trans ou les personnes qui se reconnaissent pas dans leur identité. Mais une fois de plus, ça prouve bien que chacun écoute avec ses filtres. Perso, j'ai fini par jeter la pâte ouf, pas aimé du tout, trop habituée au noter plus, c'est nocciolata. Ah ok, ouais non mais il y a des gens qui ont pas aimé. Alors moi j'ai adoré cette pâte à tartiner, je trouvais qu'elle avait un goût de mousse au chocolat et une texture un peu de crème de chocolat. C'est vrai que c'est pas exactement pareil que la nocciolata, qui est une merveille d'ailleurs, mais moi j'ai adoré cette pâte à tartiner. Alors, un autre livre que j'ai terminé récemment, Je te réponds, moi non plus. Je te réponds, moi non plus. Voilà, je répète les titres pour les personnes qui vont demander. Je te réponds, moi non plus. Alors ça, c'est un livre qui m'a été envoyé par la maison d'édition, il me semble. Je vais vous lire ce qui a marqué. Vous en avez assez d'attendre une réponse qui n'arrivera jamais. Vous n'en pouvez plus d'être envahi par toutes sortes de messages. Vous vous sentez coupable si vous ne répondez pas dans l'heure. C'est normal. La gestion des messages à l'ère digitale est devenue une véritable source de stress et l'absence de réponse est à l'origine de nombreux malentendus. Cette enquête passionnante, fondée notamment sur un sondage international inédit, nous éclaire sur la façon d'interpréter les non-réponses et le message qui se cache derrière ce phénomène. Elle nous aide à mieux doser nos frustrations face au silence, à augmenter nos chances d'avoir un retour et à gérer nos propres non-réponses ou à gérer nos propres réponses.
Alors c'est un livre constat. Alors je vais pas vous dire que c'est un livre qui est genre hyper drôle à lire. Moi je le lisais avant d'aller dormir, j'étais pas à me dire oh là là, il faut absolument que j'aille au prochain chapitre sinon je rate quelque chose. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant de faire un livre sur le sujet. Parce que c'est vrai qu'en fait, on est une nouvelle génération avec WhatsApp, avec Facebook, avec les SMS, avec la messagerie, la messagerie Messenger de Facebook, avec Instagram, avec il y a 1000 moyens, avec les mails, il y a 1000 moyens de nous joindre, 1000 moyens d'envoyer des messages, ce qui fait qu'on devient totalement on a une névrose des messages et névrose des messages dans le sens où on est quand même cette première génération aussi, vous voyez, quand quelqu'un lit notre message, on est au courant. Donc tout ce qui se passe dans notre tête entre j'ai envoyé le message, il l'a lu, mais pourquoi il me répond pas tout de suite, mais attends, mais comment ça se fait qu'il ait pas allumé son téléphone, comment ça se fait qu'il y ait qu'une case, qu'un petit truc coché et pas de... Vous voyez en fait ce que ça a provoqué comme problème de gestion du stress, de gestion des émotions, de gestion de l'anxiété. Et alors, je vous parle de ça quand on envoie un message et qu'on ne nous répond pas, mais j'inverse aussi le truc parce que je reçois énormément de messages, de par mon métier et de par ma vie perso aussi. C'est super compliqué d'arriver à tout gérer et ça peut provoquer de véritables stress entre les dizaines, les vingtaines de mails par jour, les SMS. Quelqu'un en fait finalement proche qui répond à une story ou qui va t'envoyer un autre truc sur Messenger, en fait on ne sait plus où donner de la tête et ça peut provoquer énormément de quiproquos dans la vie. Et en fait ce livre est hyper intéressant pour ça, déjà d'arriver à étudier ça, de bien comprendre que généralement, dans une immense majorité des cas, les non-réponses ne sont absolument rien contre nous. Il s'agit souvent juste d'un problème de temps, de timing, de priorité, mais c'est jamais parce que la personne a un truc contre nous. En fait, ça peut arriver dans le côté drague, justement, elle parle des applications et que d'un coup, si quelqu'un... il y a des gens qui utilisent les techniques de non-réponse, de ghosting, en fait, pour mettre un stop. Donc, c'est un livre qui est assez intéressant là-dessus. Pareil, c'est pas le livre qui m'a amusé de ouf. J'en ai tiré quand même quelques clés pour mes mails, pour pareil arriver à gérer ça, parce que moi ça devenait vraiment problématique dans ma vie professionnelle de ne pas gérer ça. C'est pour ça que j'ai dû couper mes messages Instagram, c'est parce que c'est juste mais pas possible en fait de gérer la quantité de messages que l'on reçoit par jour. En fait c'est vraiment compliqué, je sais pas comment on va faire dans le futur parce qu'on n'est pas des robots en fait, c'est juste pas possible en tant qu'humain de gérer tout ça. Ce livre est pour moi parce qu'en ce moment ça me stressait tous ces messages. Oui, c'est normal. C'est vrai qu'en plus avec la période de confinement, il y a les messages en tout genre, il y a les appels FaceTime, il y a les appels visio, etc. Et du coup ça fait beaucoup et on sait plus trop comment se placer par rapport à tout ça. Ultra intéressant en ce moment du confinement, on se doit de répondre dans l'heure à tout le monde, sinon se faire harceler, agresser, etc. Tu n'as aucune excuse pour ne pas répondre. Hyper intéressant, c'est vrai. C'est vrai que je ressens ça. Alors moi je ressens ça au quotidien parce que comme je travaille de chez moi, et que j'ai pas de patron en fait pour me surveiller, les gens comprennent pas forcément pourquoi je réponds pas dans l'heure et j'ai pu remarquer ça dans ma vie perso, dans ma vie familiale. J'ai des personnes qui ne comprennent pas qu'en fait on va m'envoyer un mail ou un texto que je réponds pas dans l'heure, mais parce que j'ai genre 20 mails qui attendent, 20 commentaires Instagram, 40 trucs sur YouTube et c'est très compliqué pour moi et c'est vrai que moi ça me saoule que ça soit ma famille qui passe après tout ça. Donc c'est comment arriver à gérer tout ça. On est trop pris par toute cette technologie. Oui, je pense qu'on en vient esclave, mine de rien, et qu'on est en train de c'est en train de nous piéger. Alors qu'on a besoin de se déconnecter, surtout en ce moment, se recentrer sur toi. Oui, tout à fait. L'impression de devoir me justifier ou même m'excuser, de vouloir prendre du temps pour moi. Oui, c'est assez fou. C'est assez fou, et dans ces cas-là, il faut vraiment pas hésiter à mettre parfois le téléphone en mode avion, juste pour être tranquille et ne pas vous sentir oppressé, parce que c'est vraiment un sentiment d'oppression, je le connais très bien parce que moi c'est mon métier donc c'est peut-être décuplé, mais ce truc d'oppression de tant de messages, attends il faut que je réponde tout de suite, nanana, il faut vraiment ne pas hésiter en fait à mettre son téléphone de côté. Et là c'est le moment d'utiliser le 3e accord Toltec, ne pas faire de suppositions quand quelqu'un ne répond pas. Exactement, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on a forcément l'esprit qui part dans tous les sens, mais pourquoi il me répond pas, nanana, moi j'aurais répondu tout de suite, nanana, hop, on part dans les suppositions, ça nous arrive à tous. Mais effectivement, se rappeler de ça, ne pas faire de suppositions et surtout, on n'est pas dans la vie de la personne à ce moment-là, on ne sait pas ce qui se passe à ce moment-là dans sa vie, dans quelles conditions elle est au moment où elle reçoit le message. Vous voyez, moi j'ai plutôt tendance... j'ai eu tendance, en tout cas jusqu'à maintenant je suis en train de changer un petit peu mon point de vue, mais j'ai eu tendance à, s'il y a quelqu'un d'important pour moi qui m'envoie un message, je vais répondre tout de suite. Et en fait, j'ai connu des gens qui au contraire
Si par exemple ils sont en train de faire des courses ou qu'ils sont en train de travailler sur quelque chose, plutôt que de répondre à la va-vite, ils vont préférer prendre le temps de répondre tranquillement et de faire un joli message, un beau message qui n'est pas écrit à la va-vite, justement pour les personnes qui comptent pour eux. Donc ça, pareil, c'est des façons de gérer très différentes. Ça me fait penser à un désaccord Toltec, exactement. En plus, les gens veulent direct des réponses et les messages Insta, c'est vrai que ça doit être stressant. C'est horrible, sincèrement, c'est horrible les messages Insta. Parce qu'en plus, on voit si on a vu ou pas. Donc, non, c'est pour ça que je pouvais pas. C'était pas possible. Et le pire avec WhatsApp, les gens qui te disent mais tu étais connecté hier à 23h et tu n'as pas répondu. Ouais, c'est horrible. Alors, moi sur WhatsApp, j'ai enlevé ce truc. Les gens ne peuvent pas voir si j'ai lu le message ou pas. J'ai enlevé ça, donc pareil, je vois pas ça chez les gens. Par contre, c'est vrai qu'il y a marqué si je suis en ligne. Et ça, c'est. Et je me souviens, j'avais une copine qui m'avait engueulée pour ça à l'époque quand j'avais enlevé réception des messages ou pas. Elle m'a dit, mais attends, mais du coup, je sais pas si t'es bien entrée, je sais pas si tu reçois bien les messages. Et moi, je lui dis, mais attends, mais arrête de me fliquer, etc. C'est horrible. Mais c'est vrai qu'il y a moyen de voir si quelqu'un est en ligne ou pas, mais pourquoi il me répond pas? Et là, attends, 2h du matin, comment ça se fait qu'ils sont en ligne alors qu'il est censé dormir? Alors que si ça se trouve, la personne, elle a juste ouvert les yeux un moment, ouvert le truc, hop, refermé, s'est endormie. Donc vous voyez tout ce que ça provoque dans notre inconscient, tous les films que ça provoque. Et en fait, les technologies pour ça, ça ne nous rend pas service du tout. Moi j'ai pété un câble depuis le confinement et tous les appels reçus. Depuis j'ai pris sur moi et décidé de mettre sur silencieux mon tel et c'est moi qui gère le moment. Exactement, c'est comme ça qu'il faut faire. Moi c'est pour ça que j'ai enlevé aussi les notifications. Je vois quand on m'envoie un message ou quand on m'appelle, hein, mais j'ai plus toutes les notifications et c'est à moi en fait d'aller chercher quand je veux, quand je suis prête, quand j'ai le temps pour répondre à un message et je veux pas être sans cesse parce que même vous savez que d'un point de vue productivité, etc., c'est impossible de se concentrer si on est sans cesse bombardé de notifications. Et puis les gens ne supportent pas les non-réponses ou les réponses négatives, donc double pression. Exactement, c'est vrai. Après, il y a des personnes qui disent quand même préférer une réponse négative à une non-réponse. Et ça, je comprends aussi très bien. Il faut confiner les téléphones, oui. Très vrai. Moi, j'ai tendance à oublier les messages si je réponds pas direct. Moi aussi, c'est pour ça que je les ouvre pas, en fait, dans ces cas-là, parce que sinon, j'oublie les... Et là, ça vient de me rappeler que j'ai oublié de répondre à quelqu'un, parce que si j'ouvre après, effectivement, j'oublie. Quand un ou une amie ne me répond pas à partir du moment où il est en couple, tu interprètes... Attends. Quand un ou une amie ne te répond pas à partir du moment où il est en couple, tu interprètes quoi concernant le lien que tu as avec cette personne? Juste que la personne a besoin de vivre des moments avec la personne avec qui il est. C'est tout, il n'y a pas à aller chercher plus loin en fait. C'est pas un manque d'égard à... En fait, on a tendance vraiment... Ça, c'est le deuxième accord Toltec, c'est ne rien prendre personnellement. C'est rien contre toi, c'est rien contre vous en fait si quelqu'un ne répond pas. C'est juste qu'il est en train de faire d'autres choses à côté, qu'il est en train de vivre d'autres moments. Donc les accords Toltec pour ça sont à retenir. J'ai aussi enlevé la motion de réception des messages. Plusieurs personnes m'ont fait la remarque. Moi, j'ai laissé comme ça. Bah oui, bien sûr. C'est assez fou. En fait, les réseaux sociaux, maintenant, ça nous flique. Parce qu'effectivement, tout le monde voit quand on est en ligne et tout. Moi, j'ai coupé mon téléphone pendant une semaine. Ça fait du bien. Mais oui, oh là là, j'imagine. Je préfère aussi une réponse négative à une non-réponse. Exemple, quand je passe un entretien pour un job. Mais c'est un sujet un peu différent. Oui, mais en tout cas, elle aborde tous ces sujets-là. Elle aborde aussi tout ce qui est professionnel. Elle aborde... Du coup, c'est un livre qui est assez intéressant là-dessus. Donc, comme je vous le disais... Bon, voilà, c'est pas le livre le plus funky, le plus cool, le plus drôle, mais c'est un sujet qui est très intéressant à identifier et à raisonner, en tout cas. Comment on fait, s'il te plaît, pour enlever les trucs sur WhatsApp? C'est dans les réglages, il me semble. Dans les réglages, tu peux enlever le fait de marquer la mention lue, tout ça. Régime en intermittence, je sais pas de quoi tu parles, Laurence. Attendez, je suis en train de me coincer dans ma robe. Je sais pas, j'ai pas parlé de ça. Alors, le pouvoir de l'intime conviction. Alors ça, je ne l'ai pas avec moi. C'est un livre que j'ai lu sur la tablette. Notez bien ce livre. Le pouvoir de l'intime conviction. Je répète, le pouvoir de l'intime conviction. Comme ça, il n'y aura personne qui va me demander ensuite de quel livre je parle. Le pouvoir de l'intime conviction de Daniel Tal. Alors j'ai adoré ce livre. J'ai adoré ce livre parce que pareil, je trouve qu'il reprend un peu les mêmes réflexions que Conversation avec Dieu. Même réflexion que Frank Lobvé. Sauf que dans ce livre, c'est fait de façon très schématique, très pragmatique. Il y a des schémas. Comment diminuer les sensations de peur, par exemple. Et en fait, il explique qu'est-ce qui se passe et comment faire. Et c'est un peu avec des formules mathématiques, on va dire, mais c'est très schématisé. Et du coup, c'est
hyper cool, hyper cool ce livre, Le pouvoir de l'intime conviction. Très clair, très concret, pragmatique. Et en fait, j'ai bien aimé parce que justement, il parle de grands principes spirituels et il les ramène à des trucs très schématiques. Je répète, mais c'est vrai, ça fait très prof. Vous savez que depuis que j'ai commencé les lives, je fais preuve d'une humilité énorme concernant les professeurs. Mais quel enfer, non c'est pas ça, mais qu'est-ce que c'est insupportable de dire quelque chose et que quelqu'un lève la main mais 3 minutes après pour demander un truc que tu viens de dire. Donc j'imagine même pas la patience qu'il faut avoir quand on est professeur. Donc j'ai l'impression d'être une prof quand je fais des lives, quand je dois répéter 15 fois le livre dont je viens de vous parler ou qu'on me pose une question qui n'a aucun rapport avec ce dont je suis en train de parler. Je me mets vraiment à la place des profs. Alors le pouvoir de l'intime conviction, il a donné aussi un super truc concernant les peurs. En fait, il explique, il a justement décortiqué ce qui se passe quand on a peur. Et donc, il donnait un exemple, je me souviens, ça m'avait parlé, il donnait 2 exemples qui m'ont bien parlé. La jalousie, ou la peur, par exemple, que notre compagnon, notre compagne nous quitte. Donc, par exemple, si on est à la maison un soir et que notre copain, notre copine sort, va en soirée ou je sais pas quoi, on a peur. On est jaloux, on a peur qu'il ou elle rencontre quelqu'un, qu'il nous trompe, etc., etc. Déjà on va identifier cette peur. On a peur de ça. Est-ce qu'on peut décortiquer exactement de quoi on a peur? Et ça serait par exemple qu'il rencontre quelqu'un d'autre, qui me trompe. Voilà, imaginons qu'on est dans un sentiment de jalousie. Et en fait, et ça c'est un truc dont je vous en ai déjà parlé, au pire, noter qu'est-ce que ça va entraîner dans notre vie si ça arrive. Et donc, donc imaginons la personne me trompe. Ok, donc, je serai triste, certes, mais finalement, ça prouvera que j'ai rien à faire avec cette personne-là. Ça va peut-être me libérer d'une histoire qui ne me convenait pas. En fait, j'étais en train de mettre de l'énergie dans un truc qui ne me convenait pas, une personne qui ne me convenait pas. Je serai triste, mais finalement, quels sont les avantages aussi à redevenir célibataire? J'aurais peut-être plus de temps pour moi, je pourrais faire d'autres trucs. Vous voyez, et en fait, voir tout ce qui serait positif dans le pire des cas. Et le fait de travailler là-dessus, en fait de travailler sur cet exercice de au pire qu'est-ce qui se passe et de se rendre compte que même si le pire truc puisse arriver et en fait vous serez ok avec ce qui arrivera, ça permet tout de suite d'enlever, de diminuer la pression de la peur. Ça ne veut pas dire que la peur n'existera pas, mais elle sera plus aussi affreuse que ça l'était avant. Et il donne un autre exemple, par exemple, quand on est salarié, qu'on a envie de lancer un projet, mais qu'on a peur de manquer d'argent, truc très classique, c'est une peur qui est classique quand on se lance dans l'entrepreneuriat, notez le au pire. Ok, donc au pire, ça voudrait dire que à partir de demain, je gagne 0 € et donc je pourrais pas payer mon loyer, je pourrais pas nourrir mes enfants, etc. Donc alors là, on va dire, va trouver du positif là-dedans. C'est pas tant trouver du positif là dans l'histoire, c'est de se dire, mais concrètement, c'est quoi la chance que ça arrive? Déjà, il y a peu de chances que je gagne 0, parce que monter une entreprise, par exemple, ça se prépare. Et surtout, même si je gagne pas d'argent à ce moment-là, je peux toujours me prendre un taf alimentaire à mi-temps, ou qu'est-ce que je pourrais faire en freelance peut-être pour gagner de quoi payer mes frais pendant ce temps-là. Vous voyez, et en fait, trouver toutes les solutions pour répondre au pire des cas. Et une fois que ça arrive, hop, il y a la pression de la peur qui diminue. Et donc ça, c'était un des exercices justement qu'il donne dans ce livre, donc le pouvoir de l'intime conviction. Comment ça, on est dissipé. Non mais c'est fou, alors je sais très bien que ça part jamais d'un mauvais sentiment et que c'est compliqué surtout de voir un live sur un mobile parce que il y a des notifications ou des appels qui peuvent venir vous couper, mais c'est vrai de dire quelque chose et de recevoir un message 3 secondes après en disant t'as dit quoi là, ou tu peux répéter le livre, ou de parler d'un truc qui n'a aucun rapport avec ce que je suis en train de dire, j'ai vraiment l'impression d'entrer dans une classe, c'est très drôle. Donc je comprends très bien les professeurs, vous voyez, maintenant je me mets à la place. Dédramatiser au pire du pire, c'est ça, c'est un peu ça ce qu'il donne. Ma vie est faite de au pire, ça change la vie, on se rend compte qu'au final rien n'est grave ou presque. Et c'est exactement ça. En fait, moi quand je me suis lancée justement à temps plein dans le blogging, donc c'est pareil, c'était un risque, mais je me suis dit mais au pire, ok je gagne pas assez d'argent, mais moi j'avais aucun souci avec l'idée de me dire je reprendrai un taf à mi-temps, ou je referai au pire des missions en tant que maquilleuse parce que c'était mon ancien métier, et en fait je trouverai de toute façon une solution. Et une fois en fait qu'on a trouvé toutes les solutions en se disant mais en fait déjà il y a peu de chances que le au pire arrive, et même si ça arrive, je sais que je m'en sortirai, je sais que je serai assez forte pour gérer ça. Et donc il y a cette pression qui redescend, et vous voyez, moi je compare souvent les peurs
à des murs que l'on ne veut pas escalader, enfin un petit muret qu'on n'a juste pas envie d'escalader, et ben ce muret descend. Donc c'est encore plus facile de l'escalader. Faire de la réinterprétation positive, c'est une stratégie de coping en psychologie, ce qui concerne les différentes manières de gérer son stress. Ah cool, je connaissais pas. Super Célia, merci. Oui, puis surtout se demander pourquoi on a peur et surtout s'aimer. C'est quand on s'aime qu'on a peur d'être quitté. Voilà. Oui, effectivement, il y a plein de trucs à comprendre aussi dans la peur d'être quitté, la peur d'être abandonné. Il y a plein de trucs à faire aussi en parallèle. Hein. Mais ce truc de, bon, bah, au pire, voilà, il y a des avantages aussi à être célibataire, je vais trouver des avantages. Ou bien, c'est cool, ça me laissera justement plus de place pour rencontrer quelqu'un qui me correspond mieux. Voilà, il y a moyen vraiment de retourner la situation. Au pire, j'ai plus d'argent, au pire, je peux plus me nourrir, au pire, je meurs. Bon, bah, c'est pas gay. Non, c'est pas ça. Mais en vrai, il y a peu de chances que ça arrive. En vrai, c'est impossible. Enfin, pas pour nous, pas là actuellement, mais au pire, tu vas faire n'importe quel taf alimentaire et tu trouveras de quoi nourrir, en fait. C'est ça, et c'est souvent une question, c'est rarement une question de vie ou de mort, en fait. Et au pire, voilà, au pire, je vis une expérience, au pire, je rate, au pire, j'échoue, c'est pas grave, ça me fera... Vous savez, on dit vraiment qu'il n'y a pas de succès sans échec, et qu'un échec, c'est juste une nouvelle façon d'apprendre. Il y a aussi de l'auto-sabotage derrière ça. Bien sûr, il y a plein de choses derrière tout ça. Alors, dernière chose, c'est un livre dont je vous ai déjà parlé, donc je vais pas y revenir... de toute façon, il reste que 10 minutes. Les chances qu'il nous reste, de Erwan Monteiro. C'est un des derniers livres que j'ai lu. Alors, Erwan Monteiro, je vous en ai parlé. C'est un auteur. À la base, c'est un coach sportif qui est vraiment très, très calé en termes d'alimentation, en termes de santé, en termes d'écologie, en termes d'environnement. Moi, c'est grâce à son livre qui s'appelle « Et si on arrêtait de se mentir ?» que je suis devenue végétarienne et que j'ai totalement switché ma façon de consommer, ma vision du monde il y a 6 ans maintenant. Et en fait, Erwan Monteiro a sorti un livre récemment donc qui s'appelle « Les chances qu'il nous reste ». Je répète, « Les chances qu'il nous reste » où il fait un petit état des lieux, un petit constat de notre vie actuelle, de notre environnement, de notre écologie, de notre société. Alors, c'est pas un livre qui est très joyeux, c'est ce que je disais, c'est un livre constat. Et le constat est catastrophique. Hein, je pense que le coronavirus n'a fait que mettre en valeur tout ça. Donc c'est un constat qui est assez catastrophique, qu'on est en train de piller la Terre, qu'on est en train de faire n'importe quoi avec les industries, avec nos émissions de gaz à effet de serre, avec notre façon de consommer. Bref, c'est un livre constat là-dessus, donc c'est pas un livre qui est très réjouissant. N'empêche, et ça j'en parlais, c'est très important d'avoir les vraies données, d'avoir les vraies informations, parce que tant qu'on n'a pas ces informations, tant qu'on est avec nos œillères, non mais ça va et je veux pas savoir ce qui se passe dans le monde, etc., finalement on peut pas changer les choses. Et ça c'est... Parfois c'est arrangeant d'être naïf, parfois c'est arrangeant de pas savoir, mais on peut pas être optimiste sans savoir. C'est ça en fait. Et il met un accent là-dessus, Erwan Monteiro, et je trouve ça génial. Et moi je fais souvent le parallèle avec le développement personnel. Il s'agit jamais d'être dans le déni des émotions négatives. C'est une sacrée connerie en fait d'être dans le déni. Il faut accepter ce qui arrive, prendre de plein fouet les émotions négatives et ensuite on en fait ce qu'on veut. Mais pour en faire ce que l'on veut, il faut bien déjà avoir pris la charge de l'émotion, vous voyez. Il ne s'agit pas de se couper de tout, parce que si on se coupe de tout, on se coupe aussi des émotions positives. Hein, ça ne marche pas, il n'y a pas le filtre seulement émotions négatives. On se coupe. Donc on se coupe de notre humanité, on se coupe de nos émotions, on se coupe de nos sentiments, on se coupe de nos sensations, ce qui est vraiment très dommage. Et donc en fait j'ai adoré ce livre, ça nous permet de voir les choses en face. Et surtout dans la dernière partie, il donne vraiment des solutions que l'on peut mettre en place dans notre quotidien, que l'on peut mettre en place en tant que consommateur. Parce que je vous assure qu'en tant que consommateur, on a un pouvoir énorme. Et on a tendance, je vois aussi beaucoup ça sur les réseaux, à jeter des pierres aux industries. Oui, c'est honteux, les multinationales, et ils font ça, et nanana. C'est honteux, hein, c'est honteux. Je le dis clairement, c'est honteux ce qui se passe. Le truc, c'est qu'une multinationale ou une marque, elle ne fonctionne, elle ne gagne de l'argent que parce qu'on achète des produits. Donc, c'est bien beau de leur en vouloir. Mais s'il n'y avait pas de personnes qui achetaient, ça ne se vendrait pas. Ça, c'est une fameuse phrase de Coluche. Si les gens n'achetaient pas, ça ne se vendrait pas. Et les industries, les marques, ne peuvent que s'adapter à la demande. C'est comme ça qu'ils vont gagner de l'argent. C'est comme ça qu'ils vont survivre. Donc, en fait, c'est à nous d'amorcer le changement. Et je vois la différence depuis 6 ans, depuis que je suis sur les réseaux à vous parler de tout ce qui est un peu plus green, etc. J'ai vu en fait l'émergence de la consommation, de la volonté de consommer green, et du coup j'ai vu après l'émergence des marques green qui sont arrivées. Ça n'a pas été le contraire, hein. C'est pas d'abord les marques green qui sont arrivées et ensuite les consommateurs. Les consommateurs
ont pris les choses en main et du coup les marques se sont adaptées. Donc nous, en tant que consommateurs, on a un véritable impact là-dessus. C'est à nous de choisir ce que l'on consomme. Et on a un véritable impact et une véritable... Peut-être que c'est pas agréable à penser et peut-être qu'on aime bien mettre la faute à l'extérieur. On adore faire ça. Moi, je pense que c'est une bêtise parce que ça vient principalement de nous. Et que je pense que c'est de notre faute aussi. Et ça, j'avais développé ça justement dans un podcast que j'ai enregistré avec Gala. Moi, j'ai vu ça beaucoup dans les cosmétiques. Parce que, vous voyez, on reproche aux marques d'ajouter des trucs qui servent à rien, ou d'ajouter des agents qui vont faire de jolis cheveux ou qui vont rendre la peau plus douce, mais des agents qui sont pas vraiment écolos, etc. On leur reproche ça, ok. Sauf que nous, en tant que consommateurs, on dit ah mais non, ok, non mais cette crème, ok, elle est peut-être bien, mais elle sent pas bon. Donc la marque, ok, donc le consommateur veut que ça sente bon, donc il va falloir qu'on rajoute des produits de synthèse. Ou un consommateur qui va dire ah non mais ça pénètre pas assez vite. Donc la marque obligée de s'adapter. Ah bon ça pénètre pas assez vite. Comment on va faire pour que le produit plaise ? Il va falloir que je rajoute des silicones pour que ça pénètre plus rapidement. Vous voyez, donc ça vient aussi de nous. Est-ce que en tant que consommateur, on peut aussi baisser notre niveau d'exigence en sachant que si on veut rester nature, écolo et avoir un impact environnemental moindre, il va falloir peut-être baisser nos attentes, vous voyez. Et donc c'est à nous aussi. C'est trop facile en fait, c'est trop facile de jeter la pierre aux industries. C'est trop facile. Je pense que ça nous arrange. Oui, c'est la faute de Coca, etc. Oui. Bah oui, bien évidemment, hein, c'est eux qui ont un impact catastrophique, plastique, etc. Sauf que si les gens arrêtaient d'acheter du Coca, ça irait très bien. Voilà, on en est là. Et donc, Erwan Monteour permet justement de parler de tout ça. Pardon, j'ai vu que vous avez fait plein de messages. J'espère que j'ai 4 minutes encore pour les lire. Merci de faire mon assistante et de redire les livres. Je regrette de ne pas avoir eu peur. Attends. Je ne suis pas préparée au pire et quand mon compagnon m'a quitté après 20 ans, j'ai vraiment eu du mal à y voir du positif. C'est normal et en même temps je vais pas te reprocher de ne pas avoir eu peur, tant mieux. T'as vécu sans peur pendant 20 ans, tant mieux. Tu sais, la peur n'évite pas le danger. Donc c'est pas si t'avais eu peur que t'aurais moins souffert après. C'est pas vrai. Ah oui, j'avais acheté un de ses premiers livres, La méthode FitNext. Oui. Alors j'ai pas lu ce livre-là, mais La méthode FitNext, c'est un site internet qui est vachement bien. Enfin, un programme en ligne. C'était même mieux qu'en vidéo YouTube. Mais en fait, c'est ça, je vais arrêter les vidéos YouTube, on va faire que des lives. En fait, c'est ça le truc. Mon business va totalement changer avec le confinement. Je vais arrêter les vidéos YouTube. Non, mais n'empêche que c'est vrai, vous savez, je me suis posé la question parce que j'aime déjà cet échange. Et une vidéo YouTube comme ça serait pas regardable et ça doit plus se préparer. Il doit y avoir une plus jolie image et tout ça. Donc, ouais, il y a moyen de faire d'autres trucs maintenant. Donc, non, j'arrêterai pas YouTube, mais ça permet d'y réfléchir. Alors, il faut pouvoir faire un état des lieux, savoir ce qui se passe vraiment pour pouvoir agir. Exactement. On ne peut pas agir si on est ignorant. Quand on voit la queue à la réouverture du McDo, on voit que l'industrie produit parce qu'il a de la demande. Exactement. Si McDo réouvrait mais qu'il n'y avait personne, ils arrêteraient. Hein. Donc, on a beau cracher sur McDo, il faut juste arrêter d'y aller. Ça, j'adore cette philosophie. Je vais lire celui-là, c'est sûr. Si la prise de confiance pouvait être plus rapide pour nous. Ouais. Chacun peut changer son mode de vie, mais bien évidemment, ça se fait à notre échelle. Ça se fait vraiment, c'est vraiment l'image du colibri, ça se fait à notre échelle, il n'y a que nous. Alors après, il ne s'agit pas d'être parfait, et personne ne peut l'être. Mais à un moment, c'est un peu facile de sans cesse jeter la pierre aux autres. Je trouve que ça marche dans les deux sens, car les industries savent aussi très bien créer des besoins là où ils n'existent pas au départ. Oui, ça c'est vrai. Ce n'est pas qu'une question de demande. Alors oui, après ça va dépendre aussi des industries. Je suis d'accord avec toi, il y a des industries qui vont créer des besoins. Là, une fois de plus, j'ai envie de dire, c'est à nous d'être intelligents, en fait. C'est à nous de réapprendre à raisonner et être intelligents. Ça, j'avais vraiment envie de faire une vidéo là-dessus, mais est-ce qu'on peut redevenir un petit peu intelligent, quand même ? Est-ce qu'on peut redevenir un petit peu capable de raisonner sans se laisser totalement manipuler et de foncer tête la première dans tout ce qu'on nous dit ? Donc oui, les industries créent des besoins, à nous d'être intelligents, en fait. Donc ça vient quand même aussi un petit peu de nous. Je dis pas ça dans une démarche de... En fait, je veux vraiment pas que ça soit pris comme de la culpabilisation, que c'est notre faute, c'est pas ça. Au contraire, je veux prendre ça comme de la responsabilisation. Et comme on a la responsabilité, on a le pouvoir d'acheter. C'est pas une question de culpabilité, c'est une question de responsabilité. Tu as tout à fait raison, Héloïse, on aime projeter la faute, mais on a quand même... on a quand même du pouvoir en tant que consommateur. On a un pouvoir énorme. Pardon, il reste que 2 minutes. Ça vient de nous, mais certains d'entre nous sont de grands enfants, oui. Oui, mais du coup, ça vient encore de nous.
C'est tout à fait vrai, c'est un réel changement de nos habitudes de consommation qu'il faut amorcer progressivement. Ouais, exactement, le boycott est une arme très puissante entre nos mains, exactement. Je m'arrête là pour le live, merci, c'était trop cool et je vous retrouve tout de suite.